Salut les cyclistes! Vous savez, même si la saison tire à sa fin, je commence déjà à planifier mes sorties pour l'an prochain. Et pour moi, pas question de manquer d'équipement. C'est là qu'Altitude Sport entre en jeu. Une boutique 100% en ligne, fièrement canadienne, qui existe depuis 40 ans à Montréal. Que ce soit pour des vêtements pas normal studio, Café du cycliste, Castelli ou des accessoires comme Garmin, Wahoo ou même ma nutrition chrono, Altitude Sport, c'est la destination pour les marques premium qu'il te faut lors de ta prochaine sortie. En plus, avec la livraison le lendemain partout au Canada et le jour même à Montréal, je peux commander aujourd'hui et être prêt pour ma sortie de demain. Et si ça ne va pas, le retour est simple, gratuit et même pas besoin d'imprimante. Niaise pas, magasine et commande dès maintenant sur Altitude Sport avec mon code promo. Et économise jusqu'à 20% sur ta première commande avec mon code promo. Sur 2 roues. SURDEUXROUS. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode. Sur ce, retournons à la programmation habituelle. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Rémi du Café du cycliste, une marque de vêtements et une série de cafés qui a vu le jour à Nice sur la Côte d'Azur. Et fait intéressant, aujourd'hui, l'épisode est commandité par Altitude Sport et les vêtements Café du cycliste se retrouvent sur Altitude Sport. Alors, je t'invite à utiliser mon 20% de rabais si jamais tu veux faire une commande. Avant d'aller plus loin et de parler à Rémi, je voudrais rappeler qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast et que si tu apprécies ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner et surtout à laisser une note de 5 étoiles afin de m'aider à sortir dans l'algorithme. Sur ce, sans plus tarder, allons parler à Rémi. Je suis enchanté de faire votre connaissance, puis très content depuis, je dirais, juillet, je caresse l'idée, puis j'essayais d'entrer en contact avec votre marque, Ouais, le Café du cycliste, parce que j'ai été visiter votre café à Nice. ok. Oui, cette année, en juillet dernier, j'étais à Nice avec ma conjointe, j'ai fait Gralps, qui partait de Turin en Italie en gravel bike, puis qui descendait jusqu'à Mandelieu, la Napoule. Ouais. Puis après ça, je suis allé en vacances quelques jours à Saint-Tropez, puis je suis revenu par la côte jusqu'à Nice. Puis j'en ai profité pour arrêter au café, puis j'ai été agréablement surpris par la culture, puis tout ça, puis les collections de vêtements. Donc, depuis ce temps-là, tu sais, on en avait au Québec, on a quelques distributeurs au Québec, mais jamais j'ai eu la chance d'être exposé directement à la marque, par la Ouais, c'est vrai marque. qu'on a des. Ouais, c'est amusant, mais ouais, en effet, au Québec, on a quelques revendeurs et on vend, je crois que. Alors, je connais pas vraiment les chiffres, mais je crois qu'on vend pas mal au Québec. Ça marche pas mal depuis quelques temps. Et au café, tu as rencontré Anne-Marie, qui est de chez vous, non? Ah non, peut-être qu'elle n'était pas là cet été. Non, c'était un. Barney, Ça se peut. Barney, un British. Oui, exact. Puis Ouais, il y avait un autre homme. C'est peut-être le British qui était. Mais il semble qu'il y avait un autre homme qui était là. Puis je lui ai raconté mon histoire. Puis après ça, il était voir mon Strava. Il m'a identifié les badges of honor que j'avais le droit. Il m'a fait un petit paquet de côté. Non, quand je dis j'ai eu une super belle expérience, puis là, j'ai un vidéo qui s'en vient sous peu sur mon expérience, justement. Mais quand je dis que j'ai eu une super belle expérience, c'était vraiment complet. Puis des conseils pendant que j'achetais. Donc, c'est ça. Puis je voulais faire revivre cette expérience-là à mes auditeurs. bah, c'est cool, ouais, bah, je suis content d'apprendre que ça s'est bien passé. Bah, ouais, en général, on essaye, c'est pas toujours facile parce qu'il faut trouver le bon staff dans les boutiques, des gens qui soient à la Mhm. fois professionnels, mais aussi passionnés par le vélo. Et en général, maintenant, on commence à avoir dans toutes nos boutiques un bon staff, ça marche bien, ouais, des gens qui sont vraiment capables de partager la passion avec les clients. Et ça, c'est cool. Quand on entend que ça fonctionne, c'est agréable. Puis, peut-être qu'on pourrait commencer tu sais, le podcast en parlant justement de l'histoire du Café du cycliste, d'où vient le nom, c'était quoi la vision au début. Ouais, ouais, complètement. Ben, en fait, le nom, il vient tout simplement du fait qu'on est né dans un café. Donc, en fait, je suis associé à un gars qui s'appelle André. Et on a commencé ensemble dès le début. Et lui, il avait acheté, entre deux jobs, il avait acheté un café un peu sur les hauteurs de Nice, près de Grasse. Et il l'a appelé Café du cycliste. À l'époque, moi, je n'étais pas du tout avec eux. Il était avec deux, trois amis. Ils l'ont appelé Café du cycliste parce qu'ils étaient passionnés de vélo. Ils l'ont complètement redécoré dans une ambiance cycliste. Et c'était sur un parcours où il y a pas mal de cyclistes qui passent. Il y a une fontaine en face où les cyclistes vont chercher de l'eau.
Et donc, ils ont appelé le lieu Café du cycliste. Et à la fois, c'était un café de village, en fait, avec un peu des touristes, des cyclistes, mais aussi la communauté du village, quoi. Et moi, je suis arrivé un peu plus tard, quand j'en avais marre de mon job. J'étais dans la sécurité informatique, donc ça n'avait absolument rien à voir. Et comme je connaissais André, qu'on faisait du vélo ensemble et que j'allais souvent dans ce café avant, après, pendant les sorties, à un moment, quand j'ai voulu quitter mon job, pas vraiment avec un business plan en tête, mais je me suis dit, tiens, je vais faire, André, est-ce que ça te branche si je fais la tenue du café, quoi. Donc au début, c'était pas forcément une énorme ambition, c'était de faire le maillot et le cuissard du café du cycliste. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on a commencé à vendre dans le café, mais ce que je faisais était un peu particulier. Donc ça se vendait moyennement parce que c'était un peu trop loin de l'esthétique classique du coureur cycliste, on va dire. Et après, assez rapidement, comme moi je venais de la sécurité informatique, on avait des potes qui savaient monter des sites internet et on a créé un site internet. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, pas forcément ici, mais à travers le monde, qui avaient envie aussi de produits un peu différents. Et voilà, ça a commencé comme ça, de manière assez simple et assez naturelle, en fait, parce qu'on aimait le vélo et qu'on était tous les deux entre deux jobs. Et on s'est accroché à ce projet, on a créé des vêtements. Et au début, il n'y avait pas vraiment d'ambition que ça devienne mon métier pour les 15 prochaines années. C'était plus un truc fun. Et puis de fil en aiguille, ça a pris de la taille. Et je me suis dit, bah tiens, je ne suis pas le seul à aimer ça, à avoir envie de vêtements un peu différents. Et puis on a insisté, et puis c'est devenu Café du cycliste, quoi. Ah, c'est une très belle histoire, puis c'est un excellent lien avec ma prochaine question. Les vêtements sortent vraiment de l'ordinaire, je dirais, d'une façon positive. Spécialement, il y a certains designs, je pense, les chemises de flanelle. Je ne sais pas si vous dites ça par chez vous, mais chez nous, tu sais, c'est des chemises de chasseurs, Ouais. mais version cycliste. Après ça, chandail de baseball, jersey de baseball, le style hors route. Moi, j'ai acheté personnellement la marinière au Ouais. café à Nice. Avec les Euh, grosses c'est- rayures, là, ouais. Ouais, exact. Je la porte dans la vie de tous les jours. Puis dans le fond, il y a c'est quoi le processus de création? Comment les styles sont choisis? En fait, à la base, ça vient déjà du fait ce qui fait qu'on a un style un peu particulier. C'est vrai que dans le monde des marques de vélo, on est reconnu pour avoir en général fait toujours un peu les choses différentes. Ça vient de différentes choses. Ça vient déjà, je dirais, du fondateur, de moi. Moi, je ne suis pas issu du milieu du cyclisme. Souvent, les marques de vélo sont créées par des anciens champions de vélo. Et c'est super, mais forcément, ils reproduisent un peu ce que l'industrie du vélo veut qu'on porte. Moi, je ne viens pas du monde du vélo, donc forcément, j'avais une vision différente. Moi, je viens du monde de l'outdoor. J'ai fait longtemps de la compétition en kayak dans les rivières. Donc, mon monde à moi, c'est l'outdoor. Et en fait, quand je fais du vélo, j'ai l'impression que je suis plus proche du monde de l'outdoor. Quand je vais faire le col de la Madone ou le col de la Bonnette avec un ami ou avec mon père, presque, j'ai plus l'impression, et qu'on discute, je suis plus proche d'une randonnée en montagne avec un ami que du Tour de France, dans l'esprit. Donc moi, pour moi, le vélo, c'est un sport outdoor, alors ce qui n'est pas forcément à la base le cas pour beaucoup de marques de vêtements de cyclisme. Et aussi ma vision du vélo qui est un peu différente, c'est-à-dire que la compétition, alors évidemment, on est tous fans ici du Tour de France, on adore la compétition, mais ce n'est pas l'unique identité qui shape pour nous une marque de vélo, et notre passion du vélo, elle va bien au-delà de la compétition de cyclisme. Et donc tout ça, ça fait qu'en fait, les inspirations pour le vêtement, elles viennent d'ailleurs, elles viennent de là où on est, donc forcément les marinières, la France, la Côte d'Azur, on est dans une terre qui est hyper agréable pour faire du vélo et qui a une forte identité, donc c'est plutôt ça qui nous inspire. Et juste derrière la Côte d'Azur, il y a la montagne, il y a le col de la Bonnette qui est à 1 heure de chez nous et qui est le plus haut col qu'on puisse faire en vélo en Europe. Et ça, c'est plutôt l'outdoor. Donc forcément, moi, je viens du monde de l'outdoor. Rapidement, j'ai voulu faire en effet des références à la montagne, des références à utiliser de la fleece
plutôt que d'utiliser des matières classiques. Donc ouais, ça vient plutôt de notre histoire et de ma vision d'origine du vélo, quoi. Et Non, c'est vraiment forcément, après, intéressant. une fois que le gravel est arrivé, encore plus, le gravel représente en fait quasiment, en tout cas est très proche de la vision que j'avais du vélo, c'est-à-dire une vision plus ouverte, plus relaxe, avec des frontières un peu moins claires entre est-ce que je fais du VTT, est-ce que je fais de la route, est-ce que je fais du bikepacking. Ah, mais moi, eux, c'est nul parce qu'ils font du VTT, c'est des ados. Eux, c'est nul parce qu'ils font de la route. C'est toutes ces frontières qui sont un peu idiotes, quoi. Dès le début, moi, je ne les sentais pas parce que je ne suis pas issu du monde du vélo. Donc, pour moi, c'est tout la même pratique. Et quand le gravel est arrivé, encore plus, quoi. Donc là, je me suis dit, OK, dans ce cas-là, on va faire des vêtements comme on le sent. Il n'y a pas vraiment de règles pour le gravel. Donc, en effet, on a commencé à faire des hoodies avec des capuches, ce qui, dans le vélo, pourquoi est-ce que vous mettez des capuches sur les vêtements? C'est pas aérodynamique? Ouais, mais on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on aime bien, c'est l'état d'esprit et la capuche, ça apporte cet état d'esprit. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? C'est pas tellement ça la question. La question, c'est quel est l'état d'esprit qu'on a quand on porte un vêtement qui ressemble plus à un hoodie avec une capuche, mais technique pour faire du gravel. On est content et on a l'impression qu'on est à notre place sur notre vélo. Donc voilà, ça, après des chemises, etc. Toutes ces choses, c'est vraiment par rapport à notre vision du vélo qui se fait que se traduire dans les vêtements, en fait. Donc, l'inspiration, c'est vraiment la façon dont on voit le vélo et puis là où on habite, quoi, la Côte d'Azur et la montagne. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, encore une fois, c'est un bon lien avec mon prochain sujet. J'ai analysé les volumes de recherche de mots-clés sur Google, ce qui veut dire un peu ce que les gens recherchent pour tomber sur votre site web. Ouais. Parce que dans la vie, ça donne que je fais ça, je suis plus en marketing. Puis je trouve ça intéressant de voir c'est quoi les questions que les gens se posent avant de faire un podcast. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller voir à votre boutique la plupart des produits que vous aviez. Puis ils étaient vraiment très bien conçus. Est-ce que, puis une des grandes questions que les gens recherchent, c'est à propos de la fabrication. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de la qualité des produits, matériaux, la fabrication, comment vous allez chercher le niveau de qualité que vous avez? Ouais, carrément. Déjà, je commencerai par. De mon point de vue, la qualité, il y a deux choses dans la qualité. Enfin, c'est difficile. La qualité, ça peut tout et rien dire. Mais pour moi, en tout cas, la qualité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la première façon dont on l'entend en général, c'est est-ce que le produit est bien conçu? Est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il va durer dans le temps? Est-ce qu'il remplit la fonction qu'on lui demande au mieux? Et après, pour moi, il y a quand même quelque chose d'important dans la qualité, c'est comment il est fabriqué, où, et c'est plutôt des problématiques RSE, mais où est-ce qu'on fabrique, est-ce qu'on fabrique de manière le plus propre possible par rapport à des problématiques environnementales. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie de la qualité. Même si au final, un produit peut être techniquement aussi bon qu'il soit fabriqué de façon propre ou de façon, on va dire, moins propre, techniquement, il va être aussi bon, mais pour moi, sa qualité n'est pas la même, parce que pour moi, ça fait aussi partie de la qualité, quoi. Donc, sur le premier sujet, en effet, on fabrique essentiellement en Europe, avec des matières européennes et des fabricants européens. Donc, 90% des tissus qu'on utilise sont issus de l'Europe. Enfin, majoritairement, on parle d'Italie et d'Espagne, mais 90% c'est en Europe. Sur la saison, là je parle de la saison SS25, donc qui s'est terminée là, 97% des produits sont confectionnés en Europe. Donc en grosso modo, quand je dis des produits, c'est des vêtements. Sur les accessoires, la bagagerie, les sacs, on a un peu plus d'Asie. Mais vraiment sur le vêtement, l'immense majorité, on peut dire, des tissus et de la confection est européenne. Ça veut dire qu'on travaille avec des tisseurs et des fabricants de tissus qu'on connaît, qu'on rencontre sur les salons 3-4 fois par an, qui viennent nous voir. Donc, on a une vraie proximité. Il n'y a pas de mystère. Pour avoir de la qualité, on choisit en général les meilleurs et ce n'est pas les moins chers. Donc, forcément, tout ça, ça a un coût. C'est pour ça que nos produits sont assez chers. Mais quand on va chercher des matières pour faire des cuissards, on va chercher les meilleures matières italiennes ou même pour notre cuissard de race, c'est païen, c'est une usine, enfin un fabricant français qui fait du
du tissu stretch, mais en tissant en chaîne et trame et pas en tricotage. Ce qui fait que ça a des propriétés super intéressantes qui sont utilisées souvent par les meilleures équipes World Tour. La conséquence d'utiliser ces matières, notamment celle-là, par exemple, c'est qu'elle coûte 2 à 3 fois plus cher que quelque chose d'équivalent, quelque chose qui pourrait être utilisé sur d'autres marques. Donc forcément, ça a un coût. Mais vraiment, en sourçant nos matières en Europe et en rencontrant les gens régulièrement et en travaillant avec des fabricants européens, on arrive à avoir vraiment une matière première qui est intéressante. Et après, sur la confection, c'est un peu la même histoire. On travaille déjà avec des usines qui sont vraiment spécialisées sur notre secteur d'activité. Donc, on a la chance, en Italie, il y a un vrai héritage là-dessus. Donc, on travaille essentiellement avec des usines avec nos 2 principaux fabricants sont italiens. Ça ne veut pas forcément dire que la couture est faite en Italie, parce que maintenant, ils ont déplacé une partie de leur capacité de production en Roumanie ou en Albanie, qui reste en Europe, mais pour essayer d'être un peu plus compétitif au niveau des prix. Mais c'est des gens qui ont une super expérience sur la confection de vêtements vélo. Et c'est des gens avec qui on travaille depuis super longtemps. C'est-à-dire que les 2 usines principales de café du cycliste, la première, j'ai commencé à travailler avec eux dès le début. Elle s'appelle Quibos, elle est en Italie et c'est la première usine avec qui on a travaillé et on est en 2009 et on est toujours avec eux. Et la deuxième, c'est Stamperia Licese et on a commencé à travailler avec eux 2 ans après et on est toujours avec eux. C'est nos principaux fournisseurs. Donc, c'est des gens avec qui on travaille depuis le début. Tous les ans, on se rencontre 5-6 fois, on va chez eux, on développe les produits avec eux. Il y a vraiment une collaboration avec nos usines qui fait que c'est hyper fluide et on a vraiment des spécialistes qui travaillent pour d'autres marques de vélo, pour d'autres belles marques de vélo. Donc, c'est des gens qui font essentiellement du vêtement de vélo. Donc, il y a un vrai savoir-faire à la fois chez nous, avec les équipes de développement, à la fois dans nos usines avec qui on travaille depuis longtemps. Et voilà, c'est ça qui fait que de manière générale, quand on se lance sur un cuissard, on est confiant et on sait que quoi qu'il arrive, on fait des prototypes. Si on n'est pas sûr, on va les voir. On travaille ensemble sur les prototypes. Finalement, c'est assez facile de faire des bons produits quand on y met les moyens, quand on utilise des bons fournisseurs de matière et qu'on travaille avec les bonnes usines et qu'elles sont à proximité et qu'on y passe le temps qu'il faut y passer. C'est assez. Il n'y a pas de. Souvent, traditionnellement, je trouve dans les marques de vélo, les gens, le marketing est très basé sur la technicité, la performance et on parle de développement hyper complexe. Alors, oui, c'est pas hyper rapide, ça prend du temps. On fait un proto, on en fait 2, on en fait 5, on en fait 6. Mais au final, si on travaille avec les bons partenaires, il n'y a rien de miraculeux, ça fonctionne, quoi. Donc, je dirais que le secret, c'est du bon sens. Ouais, Du bon sens, c'est mais faire les choses de manière simple, quoi, de manière simple et efficace, sans forcément aussi aller chercher des économies. On vend des produits chers, on n'a pas besoin de faire. Alors, forcément, on est une société, on essaye toujours d'optimiser nos marges, mais on n'a pas besoin d'aller faire les marges que font le luxe ou les marges que font la fast fashion. On fait les marges qui nous permettent de vivre et si on pouvait gagner 15% de marge en allant travailler avec un tissu qui est moins bien ou avec une usine qui est un peu moins chère mais avec laquelle on n'a pas de connexion depuis 15 ans, on préfère ne pas le faire et rester sur une méthode qui fonctionne. C'est surtout ça, je dirais, je ne sais pas si c'est un secret, mais notre façon de fonctionner, quoi. ouais, puis c'est tout à votre honneur parce que le dernier podcast de la saison précédente, je parlais avec quelqu'un justement qui conçoit des cuissards. Puis Mm-hmm. c'est exactement ce que je disais, c'est que souvent on a d'un côté les gens qui vont, par exemple, dire on fait du beau, mais la qualité n'est pas là. Ou des fois on a des gens qui font de la qualité, mais le beau n'est pas là, mais vous êtes capable de réunir les deux. Puis c'est une des raisons pour que je voulais avoir ce podcast-là aujourd'hui. C'est pas. J'ai jamais eu la chance d'essayer en tant que tel, mais quand j'étais à la boutique, puis je voyais, ça se voyait que le tissu était de qualité, ça se voyait que c'était pas juste de la sublimation, tu sais, il y avait vraiment un tissu de haute qualité. Après ça, les bandes, les choix de tissu aux bonnes places, ça ment pas, tu sais. Puis c'est là qu'on voit que le confort aussi, tu sais, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la qualité, le confort, mais ça se voyait que c'était beau, mais que ça allait être confortable puis bien conçu. Ouais, merci. Ben ouais, en fait, c'est vrai que
l'esthétique, ça va dans tout, ça va dans les niveaux de finition. Et c'est vrai un maillot, pour faire classique, un maillot à rayures très stretch, comme on utilise sur certains de nos produits de vélo de route, ça peut se faire de manière très simple en achetant, comme ça se fait traditionnellement dans le monde du cyclisme, en achetant un maillot en polyester blanc et puis en utilisant une matière qu'on va sublimer et on sublime la rayure. Ou alors, on peut faire comme nous, aller chez un fabricant de tissus et faire tricoter la matière avec du fil teint, c'est-à-dire que c'est une vraie rayure comme sur une vraie marinière, sauf que c'est une rayure, évidemment, c'est pas du coton comme sur une marinière, c'est du polyamide et c'est de l'élastane et on travaille sur des tissus qui sont super stretch et qui évacuent la transpiration et qui sont techniques, mais sauf que dans la conception, nous, on va plutôt que de faire de l'impression en sublimation pour de la rayure, on va aller chercher de la vraie rayure chez un fabricant de tissus qui est en l'occurrence espagnol et dont la spécialité c'est de faire ça, c'est de faire des tissus stretch en rayures qui fournissent aussi bien pour le monde du vélo que pour le monde du maillot de bain, etc. Mais en effet, quand on le voit sur une photo sur Internet, on ne voit pas forcément la différence. Quand on est en boutique et qu'on regarde le produit et qu'on l'essaye, en effet, c'est différent. Ouais. Puis justement, parlant de boutique, une autre analyse que j'ai vue sur Google, c'est que plusieurs personnes vous découvrent grâce aux destinations. Que ce soit les boutiques café de Nice, de Ventoux, Paris, Mallorca. Dans le fond, c'est quoi que ça joue pour vous, cette espèce de hub communautaire-là? Déjà, pour une raison simple, c'est que c'est dans notre nom. Ouais. On s'appelle Café du Cycliste. Donc, ça fait partie de notre ADN. On s'appelle Café du Cycliste. C'est pas complètement. Alors, en effet, quand on a monté Café du Cycliste et qu'on a commencé, il n'y avait pas un business plan derrière où on s'est dit on va s'appeler Café du Cycliste, comme ça on va reproduire des boutiques. Mais sauf que ça veut quand même dire quelque chose. Si on est né dans un café avec cet état d'esprit, c'est qu'a priori, le café d'après la sortie ou la bière d'après la sortie et la discussion au café et la partie communautaire étaient forcément aussi importantes pour moi que la pratique en elle-même, quoi. Donc voilà, tout simplement, c'est hyper important pour nous, la communauté, c'est dans notre ADN, dans les valeurs de la société, il y a welcoming, l'accueil. Encore une fois, c'est dans notre nom, et il y a authenticité. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que c'est pas juste de rare. Évidemment, encore une fois, on vend du vêtement de vélo et c'est ça notre business, mais au-delà de ça, notre but, c'est de mettre les gens sur des vélos, de les motiver à faire du vélo, de les motiver à sortir, même au-delà du vélo. On adore l'idée d'être aussi une marque outdoor, donc c'est l'idée de pousser les gens à la pratique. Et les cafés et les lieux communautaires, c'est le meilleur outil. Ça nous permet de faire des rides, ça nous permet de faire des runs. Il y a même des runs qui partent de nos cafés toutes les semaines. C'est vraiment l'essence de notre sport. C'est bien de se fatiguer sur les pédales pour aller essayer de battre son temps sur le col d'Èze, mais c'est bien plus large que ça, les raisons pour lesquelles on aime le vélo. Et une grosse partie des raisons pour lesquelles on aime le vélo, c'est la communauté. Voilà, mon père, qui a 76 ans, il fait encore du vélo. Il fait du vélo, pas pour battre son temps sur le col du Grand Ballon en Alsace, qu'il a fait 1000 fois. Il fait du vélo pour aller rouler avec ses potes le week-end parce que c'est le lien social. Donc, ouais, clairement, c'est l'essence de notre ADN. Et donc, voilà, ça se retranscrit. C'est pour ça que dans nos boutiques, toutes nos boutiques ont ce côté communautaire. On a toujours un café. Dans certaines, on fait de la location de vélo. Dans celle qui est au pied du Ventoux, on a remarqué que les gens, souvent, ils venaient faire le Ventoux à la journée et ils mettaient leur voiture sur le parking et après, ils remontaient dans leur voiture transpirant. Donc, on a mis des douches, un peu comme dans les douches. On a fait des douches un peu comme dans le vélodrome de Roubaix, ce qui fait que les gens, ils peuvent venir chez nous se doucher. Voilà, l'idée, c'est de participer à la vie et à la passion cycliste au-delà de vendre juste des cuissards et des maillots. Donc, ouais, c'est important pour nous et c'est ça qui, d'un côté, ça se retrouve. Alors certes, ça ne nous ramène pas d'argent, mais d'un côté, c'est ça qui fait qu'une marque est ce qu'elle est et que les gens adhèrent au projet et à une marque. Donc finalement, c'est hyper important pour nous. Oui, je suis sûr que c'est payant dans le long terme aussi d'un point de vue marketing parce que même moi, quand je suis allé au café, j'étais juste allé pour voir un peu ce qui se passait puis découvrir un peu la culture. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'était beaucoup plus communautaire que beaucoup de cafés que j'ai visités du même genre. Mais après ça, il y avait l'espèce de table où il y a une maquette de la région avec les rides qu'on peut télécharger directement sur Komoot. Après ça, la section location de vélo. Je trouvais que
c'était avant tout pensé communautaire, puis après ça, il y avait l'option d'acheter des choses, puis finalement, j'ai fini par acheter des choses, mais sur le coup, ce qui m'avait attiré, c'était l'aspect communautaire, puis après ça, c'est comme si on découvre un peu plus. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, c'est l'intention. C'est exactement ça. Alors, particulièrement à Nice, qui est une terre de vélo où il y a beaucoup de monde qui vient et forcément, les gens sont à la recherche d'informations, de rides, de suggestions. Donc, à Nice, encore plus peut-être qu'à Paris, qui est un peu moins une terre de ride. Et encore, à Paris, il y a de quoi vraiment s'amuser. Mais ouais, clairement, l'intention, c'est que nos boutiques soient à la fois un lieu communautaire et où on partage la passion du vélo et on est super content qu'il y ait des gens qui viennent dans nos boutiques juste prendre un café et discuter vélo et qui n'achètent pas nos cuissards. Ça ne nous pose pas de problème, au contraire. Et ce qu'on aime bien aussi, et qui correspond bien à l'esprit de notre marque, c'est qu'on aime bien même qu'il y ait des gens qui viennent et qui ne fassent pas forcément de vélo. À Nice, on a un emplacement qui est vraiment agréable face au port. Il y a plein de familles niçoises qui viennent le week-end prendre un café, qui n'ont rien à voir avec le vélo. Et ça, on trouve ça bien aussi. C'est-à-dire que le vélo, ce n'est pas une secte habillée en lycra. On aime bien que ça se mélange dans la société parce que c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est que le vélo, il a une place dans la société pour plein de raisons, faire du sport, voyager, se déplacer dans la ville. Et donc, c'est cool que le Café du cycliste ne soit pas juste un rendez-vous de purs aficionados de la pédale et du vélo carbone et que si les populations se rencontrent, on est enfin, c'est encore mieux. On n'est jamais plus heureux que quand différents mondes se rencontrent dans notre café et que des gens qui ne sont pas forcément des fans de vélo de route viennent passer un bon moment au Café du cycliste parce qu'ils trouvent le lieu agréable et le concept agréable, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour parler de ça, les fameux Badge of Honor? Comment c'est arrivé à vous venir en tête? Puis aussi, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la première fois que j'ai été exposé au Badge of Honor, c'était sur un T-shirt au Café Cartel à Québec. Ouais. Puis finalement, j'ai pas acheté de T-shirt parce que j'avais pas fait l'école qui était disponible. J'ai acheté ce coton watté-là, ce hoodie-là. Ouais. Mais quand j'ai vu le principe, je me suis renseigné, j'ai trouvé ça cool, puis je me suis dit un jour, je vais aller monter d'école, puis je vais avoir mes badges of honor, puis je vais aller les chercher chez vous. Euh, Comment vous avez eu l'idée, puis est-ce que c'est quelque chose qui est très en demande? Les gens, est-ce qu'ils viennent au café puis ils demandent ça, ou c'est juste moi qui étais fou? Non, non, non. Bah, alors, en fait, oui, les gens demandent, mais l'idée, elle vient tout simplement que c'est un peu le même sujet que tout à l'heure. On est à Nice. Il y a tellement de cols à Nice qui sont incroyables et les gens ne les connaissent pas forcément. Et donc, au début, on s'est dit, on va faire un badge pour tous les cols vraiment emblématiques de la région. Et je ne sais plus combien on en avait fait. On en avait fait une douzaine. Il y a au moins à Nice, il y a le Turini, la Bonnette, le col d'Ez, le col de Braus, le Montvial. Enfin, il y a des trucs incroyables. On en connaît deux, trois parce que le Tour de France est passé dessus. Mais il y en a plein que le grand public ne connaît pas. Donc, on s'est dit, on va faire des badges et du coup, on va motiver les gens qui sont au café en leur disant, bah voilà, si vous faites ce ride, vous avez le badge, on vous offre le badge, quoi. Donc, c'était plutôt une espèce d'interaction avec nos clients au café, sachant qu'un badge, ça ne nous coûtait pas extrêmement cher. Donc, on se disait, voilà, pour un investissement pas délirant, c'est vraiment quelque chose qui plaît. Et en effet, ça plaît vraiment. Tellement qu'après on s'est dit ah ouais, tout le monde en veut, tiens, si on étendait ça mondialement. Donc on s'est dit ok, on va aller faire dans chaque continent les 3-4 donc évidemment on a fait le Stelvio, on a fait quelques climbs hyper connus dans le monde, puis après on l'a même fait avec Strava. Du coup le principe, c'était qu'en rentrant sur notre site internet son identifiant Strava, on était capable d'aller voir sur le compte du client s'il avait fait l'école en question, et donc il se mettait en vert sur une liste et il pouvait les commander quand il achetait. Alors le premier, je crois qu'on l'envoyait gratuitement, puis après s'il en voulait d'autres, c'est à l'occasion d'une commande chez nous, il pouvait les avoir, quoi. Donc ça a super bien marché pendant quelques années, c'était vraiment terrible. Ce problème, c'est que Strava a changé son système et on n'a plus pu avoir accès à ça en open. Et donc malheureusement, on a dû arrêter ça sur notre site. Et donc on a eu tellement de demandes et de gens qui nous disent ah c'est nul, c'est trop bien, etc., qu'on est en train de le remettre en place. Donc là, on est en train de redesigner, mais donc on va le remettre en place
plutôt au niveau local, là où on a des boutiques. Et on va aller faire tous les calls qui sont autour de nos boutiques et remettre ça en place comme c'était au début, en fait. Sur les flagships Café du Cycliste, on pourra aller chercher les badges des calls de la région. Après s'être étendu au monde grâce à Strava où c'était faisable, et puis finalement on trouve que c'est plus sympa maintenant de le remettre. Donc ça c'est pour l'an prochain, on va refaire tous nos badges et on va avoir ce programme dans chacune des boutiques Café du Cycliste. Ah, c'est très Mais cool. ouais, c'est super sympa pour tout le monde. Même nous, même les gens du bureau en interne, s'amuser à aller faire l'école. Ça a motivé des gens au bureau qui n'étaient pas, tout le monde chez nous n'est pas un immense cycliste, des gens qui bossent, je sais pas, la finance, etc. Et des gens qui se sont mis au vélo et qui ont trouvé cette motivation pour aller faire tous les calls de la région pour récupérer les badges Café du Cycliste. Donc, même en interne chez nous, ça marchait. Donc, il n'y a aucun doute que c'est un super motivateur pour les passionnés, quoi. Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui se ramène des souvenirs de voyage d'habitude, mais ça, je voulais les avoir là, quand justement la personne au café est allée voir mon Strava, puis je ne savais pas comment le demander, donc je ne savais pas si c'était. Mais la personne est allée voir, m'a tout arrangé ça, m'a tout fait mes petits badges de côté, puis quand je suis parti, tout était prêt, donc non, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Sinon, en conclusion, qu'est-ce qui attend le Café du Cycliste l'année prochaine? Alors l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a comme grande nouveauté? On va continuer à ouvrir des points de vente. Donc pour l'instant, on a une boutique, flagship numéro 1 historique, c'est Nice. On est à Majorque, on est à Bédouin, au pied du Ventoux. On est à Paris. Et là, d'ici la fin de l'année, on va ouvrir à Munich, en Allemagne. OK. Alors, c'est pas encore le premier à qui je le dis officiellement, mais on va faire un teasing sur nos communications d'ici une semaine. Donc, il n'y a plus rien de très secret. Et certainement qu'au courant de l'année prochaine, on va en ouvrir, on ne peut pas encore dire où, mais il y en aura certainement une deuxième boutique, enfin une de plus encore dans l'année 2026. Donc ça, pour nous, c'est vraiment l'actualité la plus importante parce que comme on a discuté, chez nous, c'est vraiment ça qui nous motive, qui nous plaît. C'est vraiment l'ADN de notre marque. Même quand on fait des town halls, on a fait la semaine dernière un regroupement avec tous les membres de l'équipe. On s'est tous retrouvés à la boutique de Bédouin et finalement, même avec nos équipes qui ne connaissaient pas tous la boutique, on a tous passé un super moment juste parce qu'on est content d'être dans notre boutique à Bédouin et d'aller faire le Ventoux tous ensemble. Donc, encore une fois, ce qui marche pour nous, passionnés de vélo, on sait que ça marche pour nos clients. Et on se dit que pour l'instant, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on continue à faire. Et après, en termes de produits, on fait un peu évoluer nos gammes. On a quelques collaborations sympathiques qui vont arriver dans l'été. On va commercialiser notamment le maillot de notre Factory Team. On a une petite Factory Team. L'an dernier, tout le monde nous a demandé si on pouvait avoir le maillot Factory Team. C'était réservé uniquement à la Factory Team. Donc l'an prochain, en édition limitée, on va le commercialiser. On va avoir une nouvelle équipe gravel. Donc on a un super projet avec une équipe de race gravel. On est depuis le début de la course gravel. On essaie toujours d'avoir une équipe chaque année. Donc là, on a un projet sympa qui s'avance. On va certainement avoir peut-être des collabs avec un fabricant de casques. On a plein de projets, mais bon, ça après, c'est un peu la vie d'une société qui fait du textile. On a toujours plein de nouveautés, plein de projets excitants. Non, mais c'est cool parce que ça reste communautaire. C'est des collaborations, ouvrir des nouvelles succursales de vos cafés. Ça reste très dans l'essence de la marque. Fait que c'est Ouais, le fun de voir une croissance organique. On n'a pas envie de sortir de ça. De manière générale, notre croissance a toujours été organique. Depuis le début de Café du Cycliste, les premières années, c'était un one-man show. Après, dès qu'on a eu le moyen d'avoir une deuxième personne, on a eu une deuxième personne, mais on n'a pas eu d'investissement initial. Donc, en fait, on a grossi au fur et à mesure que notre chiffre d'affaires et nos bénéfices nous permettaient de grossir. Et ouais, pour l'instant, ça reste comme ça. C'est tout financé en interne. Alors, pour les boutiques, on a des emprunts bancaires, mais en dehors de ça,
ça reste une croissance organique et c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est une façon saine de progresser. En effet. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un super épisode. Puis je suis certain que les consommateurs québécois puis les auditeurs qui vont avoir écouté cet épisode-là vont pouvoir avoir des réponses à leurs questions sur qu'est-ce que le café du cycliste puis les produits que vous vendez. Ouais, bah, j'espère. Et surtout, la meilleure façon de savoir qui on est, c'est de venir nous voir dans une boutique. Alors, sur le continent américain en général, pour l'instant, on n'en a pas. C'est pas notre top priorité l'an prochain, même si le marché canadien, même plus que le marché américain, enfin, à l'échelle des pays, mais le marché canadien est presque plus dynamique pour nous que le marché américain. Le marché américain, c'est un peu compliqué en ce moment à cause de toutes les incertitudes qu'on connaît. Ouais. Même si nous, on ne fait pas beaucoup de produits en Chine, donc finalement, les histoires des taxes nous posent pas tellement de soucis parce que la plupart de nos produits sont européens, mais quand même, c'est pas le meilleur moment pour nous, peut-être pour aller ouvrir des boutiques aux États-Unis. Donc pour l'instant, il faudra venir en Europe. Il faudra venir en Europe pour découvrir notre boutique. Mais c'est la meilleure façon de découvrir qui on est, certainement. Ouais, puis de toute façon, vous êtes toujours proche des cols, donc nous ici, on manque un peu de colle. On n'a pas le choix de traverser l'océan pour pouvoir. Il y a un moment, il faut se déplacer. Ouais, exactement. Si on veut faire de la grimpette, il faut qu'on traverse. OK. Très bien. Ben, un gros merci pour tout. Puis, ben, si jamais il y a quoi que ce soit, on se réécrit. Ouais, complètement. S'il y a des questions ou n'importe quoi, on est disponible sans problème. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Encore une fois, n'oubliez pas, vous avez 20% de rabais sur Altitude Sport avec le code sur 2 roues. Je vous invite à vous abonner si vous avez apprécié l'épisode et surtout laisser un review de 5 étoiles afin de m'aider à faire découvrir le podcast à d'autres cyclistes passionnés. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci.